Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, votre émission sur H24 et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez réagir encore une fois sur tous les réseaux sociaux. Nous répondrons à vos questions si vous nous les posez ou vos commentaires sont les bienvenus comme d'habitude. 13 millions, c'est le nombre de touristes que le Maroc comptait en 2019, 3 millions et demi à peine en 2020 et je ne vous parle pas de l'année 2021. Après l'ouverture des frontières, peut-on espérer une reprise, sauver la saison estivale, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et puis, pouvons-nous tirer des leçons de la crise pour changer le modèle, en tout cas des pistes aujourd'hui, avec mes deux invités. Spécial tourisme aujourd'hui dans Parole d'experts, c'est tout de suite. Et aujourd'hui, pour décortiquer le problème ou les solutions du tourisme au Maroc, Wissal Gharbaoui est avec nous. Comment ça va, Wissal ? Ça va bien ? Tu vas bien ? Alhamdulillah. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui te tient à cœur. Ah oui ? Tu es la secrétaire générale de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Ouais. Pas que ça. Pas que. Mais aujourd'hui, tu viens à ce titre-là. Absolument. Ok ? Bon, avec nous aujourd'hui pour la première fois dans Parole d'experts, Meriem Elbroji qui est directrice de l'agence de voyage MTO Travel. Oui, c'est ça. Comment Bonjour. ça va ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'était intéressant d'avoir une petite analyse macro, essayer de comprendre, faire un peu l'état des lieux, même si on voit beaucoup passer des chiffres, peut-être aussi des revendications au niveau des professionnels du tourisme et de comprendre l'ampleur des dégâts que la crise a suscité, et puis aussi d'un point de vue agence de voyage, parce que vous êtes un des maillons dans l'industrie touristique importante qui permet de commercialiser la destination Maroc, de voir si la reprise peut se faire, et puis surtout, est-ce que ça vous a permis de réfléchir à la manière avec laquelle on commercialise la destination Maroc aujourd'hui. J'ai donné quelques chiffres, on est sur un secteur, Wissal, qui emploie plus de 500 000 personnes. Oui, absolument. De manière directe. Près de 30 000 entreprises. Pratiquement, oui. Voilà. Alors quand on dit entreprise, c'est tout confondu, que ce soit les hôtels, que ce soit les maisons d'hôtes, que ce soit tout ce qui gravite autour, les sociétés de transport. Oui, les sociétés de transport, les agences de voyage qui sont également dans les métiers réglementés directs de l'industrie du voyage et du tourisme, les restaurants classés, et puis on parlera aussi des métiers qui sont liés à l'industrie du tourisme et qui en vivent. Ce sont beaucoup de métiers, les métiers d'animation, les métiers liés à la culture, les métiers liés à l'expérience finalement, qui fait l'expérience du client lorsqu'il arrive. Des villes comme Marrakech, tout l'écosystème marrakchi tourne autour de l'industrie du tourisme. Donc alors, 2 ans quasiment d'inactivité. Ouais. On se pose la question, comment on survit ? Alors déjà, je pose la question à une patronne d'agence de voyage, parce que là aussi, on peut se demander comment est-ce qu'on survit à 2 ans. Alors, agence de voyage, il y a un manque à gagner. Peut-être qu'il n'y a pas, je suis pas en train de minorer votre rôle par rapport à d'autres secteurs, mais il y a moins peut-être de charges que d'autres entreprises touristiques. Mais comment on fait pour tenir 2 ans sans pouvoir faire, alors pas 0 chiffre d'affaires, mais vous avez une baisse de chiffre d'affaires que j'imagine qui a été monumentale. Oui, tout à fait. Donc, on parle de 60 à 70%, si ce n'est pas plus, pour des agences spécialisées en MICE ou autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû s'adapter. Ça veut dire que les agences de voyage, il y a beaucoup qui sont ou qui étaient spécialistes du MICE ou du tourisme, etc. Mais malheureusement, avec la crise, on a dû s'adapter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agences qui ont dû faire du Maroc-Maroc, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et ça nous a permis, effectivement, de s'adapter, de créer des nouveaux produits, d'essayer d'attirer la clientèle marocaine vers une destination Maroc qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient peu. Donc ça nous a permis, effectivement, pendant les périodes d'été, pendant les vacances, de travailler un petit peu. Sinon, c'était très très difficile. Il faut dire la vérité. On va parler du tourisme interne, bien entendu, parce qu'il y a une campagne qui a été lancée, AJ notamment. Bon, on va voir comment le tourisme interne aussi peut sauver la mise et a pu sauver la mise de certaines unités hôtelières. Mais état des lieux aujourd'hui, Wissal, moi je veux juste comprendre, encore une fois, comment de grandes unités hôtelières arrêtées
puis après redémarrer, puis arrêter, puis après, la fermeture des frontières, on l'a tous vécu du jour au lendemain, et là maintenant que c'est réouvert, quel impact ça a? Je veux dire, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des grandes unités fermées tout simplement? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on a aujourd'hui un état des lieux? On sait la casse, le nombre d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte ou pas? Parce que est-ce qu'on sait ça? Alors, les estimations sont autour de 30% du tissu des entreprises, tous métiers confondus, qui est très très fortement menacé de cessation d'activité. Il faut savoir que depuis le début de la crise, nous avons à la Confédération nationale du tourisme alerté sur ce risque-là. Nous avons mis en place un certain nombre de leviers pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette crise, notamment en négociant, si vous vous souvenez, en 2020, un premier contrat programme avec l'État qui contenait à peu près une vingtaine de mesures. L'enjeu de départ était évidemment social. Il fallait d'abord veiller à préserver l'emploi, parce que le capital humain fait partie du fonds de commerce de toute l'industrie touristique. Sans les hommes et les femmes de ce secteur, on ne fait pas de tourisme. Ensuite, il a fallu mettre en place aussi un certain nombre de choses pour préserver l'outil de production. En effet, je suis d'accord que les établissements d'hébergement, quelle que soit leur taille, ont des risques beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une industrie ou c'est un métier fortement capitalistique, donc le risque il est proportionnel à l'investissement. Pour donner un chiffre, l'industrie de l'hébergement représente à peu près 65% de l'activité globale qui est générée dans l'industrie du tourisme. Au Maroc en tout cas, et je pense que le chiffre n'est pas très loin ailleurs dans le monde. Il y a eu une première mesure sociale qui a été d'abord élargie à l'ensemble des secteurs impactés pendant la période de confinement, la CNSS. Ensuite, il y a eu l'été 2020. Ensuite, il y a eu tous les épisodes que l'on connaît. On pensait à une embellie et puis ensuite en 2020, on pensait qu'on commencerait à se préparer à la fin de la crise, sauf que la crise sanitaire en a décidé autrement et elle a continué à sévir pendant l'année 2021, ce qui dans nos scénarios ne faisait pas partie de nos prévisions. Donc on a dû s'adapter, on a dû renégocier un certain nombre de choses. Malheureusement, nous continuons maintenant de chercher avec les pouvoirs publics les solutions pour pouvoir continuer d'accompagner l'industrie du tourisme dans toutes ses composantes durant l'année 2022 aussi. Pourquoi? Parce que l'année 2021 a été extrêmement dure. Elle a été beaucoup plus difficile à tenir que celle de 2020. Il y avait encore du gras de 2019, j'imagine. Ça permet de tenir. Il y avait des réserves, donc on pouvait encore. Il y a eu un premier trimestre 2020 qui a bien fonctionné, qui a donné des signaux très positifs en janvier, en février, avec un carnet de commandes pour le mois de mars, pour le mois d'avril. Et ensuite, lorsque la pandémie a été déclarée à l'échelle mondiale et que le Maroc a pris des décisions sages et que la terre entière a salué parce que le Maroc a fait ce choix et nous y sommes inscrits sans réserve depuis le départ, c'était la préservation de la sécurité, de la santé sanitaire, de la sécurité sanitaire des citoyens marocains et des visiteurs étrangers. Nous avons eu une gestion sanitaire exemplaire, mais avec forcément des conséquences économiques. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reconstruire cette économie touristique qui pèse 7% du PIB pour le volet international, 11% si on y intègre le marché national. Le marché national, j'ai envie de dire, il a eu un comportement durant ces 2 années qui était conforme à ce qu'on pouvait attendre, avec forcément un petit peu moins de dynamique, parce que le pouvoir d'achat aussi du Marocain a été touché. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de secteurs qui ont dû faire des arbitrages en termes d'emploi, pas seulement dans le tourisme. Il y a eu beaucoup de secteurs qui se sont retrouvés avec un carnet de commandes qui a baissé, parce que le monde entier, souvenez-vous, on a l'impression que c'est loin, mais en fait c'est encore très récent et très frais aussi. J'ai envie de dire, le traumatisme économique est encore très frais dans nos esprits, parce que le trafic économique mondial a été fortement ralenti. Beaucoup d'entreprises et beaucoup d'institutions ont dû faire des ajustements, ce qui a nécessairement eu une conséquence sur toute la chaîne économique, on va dire. Alors, comment on regagne les gens? Moi, je vais vous poser une question toute simple, parce que on entendait tout le monde se plaindre à la fermeture des frontières du jour au lendemain, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. On entend des professionnels dire, mais les touristes vont plus nous faire confiance. Est-ce que réellement, psychologiquement, c'est-à-dire que la pandémie n'a pas touché que le Maroc, elle a touché le monde entier, donc
avec chaque pays après ces mesures d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça a vraiment touché la confiance des touristes étrangers pour la destination Maroc, ou on va dire dans un mois, ça sera terminé, tout sera à oublier, parce que on peut estimer, qu'on peut comprendre tout simplement que des mesures exceptionnelles soient prises? Alors en fait, il y a deux choses. Ça veut dire qu'il y a le touriste et puis il y a les personnes avec qui nous travaillons. Alors premièrement, si on parle des agences et des partenaires à l'étranger, oui, effectivement, il y a une perte de confiance. Parce que ils ont dû programmer les vols, ils ont dû programmer ça dans les brochures, dans le digital, et d'un seul coup, nous fermons sans les avertir et nous ouvrons sans les avertir. Donc une programmation d'une destination se fait 6 mois à l'avance, si c'est pas plus. Donc effectivement, ça va prendre du temps pour les faire revenir. Et puis le tourisme, effectivement, nous remarquons que les touristes ont une perte de confiance parce qu'ils se sont retrouvés ici. Et les décisions ont été prises du jour au lendemain. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver des vols de rapatriement, à gérer tout ça. Et donc aujourd'hui, un Marocain, un étranger qui doit venir au Maroc va se poser effectivement plusieurs questions avant de décider de venir. Alors, est-ce que... Voilà. Je me fais pas l'avocat du diable, mais je me dis, bon, un touriste qui prend la décision, quelle que soit la destination, dans une période aussi compliquée, où on était, chacun, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer du jour au lendemain. Est-ce que vraiment le capital confiance qu'a bâti le Maroc, parce qu'il en a un qui est quand même assez monumental à travers le monde, on a déjà vécu des épisodes avec le terrorisme, avec beaucoup d'épisodes qui nous ont permis de revenir quasiment, quelques mois après, sans aucun souci. Ouais. Pardon, moi je vais peut-être nuancer un petit peu le propos de ma collègue. T'as une agence de voyage? C'est une consoeur. Ok, non, je pose la question. On est dans la même famille. Tourisme, c'est une famille. On est dans une grande famille. Pour ma part, ça va faire 30 ans que j'y suis, donc voilà. Non, pour dire que cette affaire de confiance, elle est à lire de deux manières. C'est vrai que quand on programme une destination, qu'on dépense de l'argent pour la mettre sur une brochure, qu'on dépense de l'argent pour programmer des slots d'avions qui vont aller dans un certain nombre de villes, devoir les déprogrammer à la dernière minute et retrouver de nouvelles routes pour reprogrammer d'autres destinations, refaire du support de communication là-dessus, ça prend de l'argent, ça prend du temps pour l'opérateur qui, du coup, réfléchit à 3 fois avant de se repositionner sur une destination. Mais la gestion sanitaire du Maroc et la gestion des rapatriements au départ, et même d'ailleurs je crois qu'il y a eu 2 phases de fermeture, le Maroc a géré ça de manière exemplaire et les opérateurs y sont aussi à leur faveur parce qu'ils ont beaucoup contribué au départ. Souvenez-vous, Marrakech, Agadir, Tanger, Casablanca, dans toutes les villes, il y a eu un dispositif auquel ont participé également les opérateurs pour pouvoir assurer le retour des clients de manière sereine et de manière organisée. On parle bien du rapatriement des touristes qui étaient ici. Qui étaient au Maroc, qui sont repartis à l'étranger. Alors, ce sont des arbitrages qui ont été faits et nous nous y sommes inscrits en tant qu'opérateurs et que représentation du patronat touristique marocain parce que nous savons que c'est un arbitrage qui était nécessaire pour plein de raisons qu'on nous pourrons débattre peut-être à une autre occasion. Maintenant, au-delà de cette histoire de confiance qui peut quand même être nuancée parce que le Maroc dispose quand même de fondamentaux importants en matière de tourisme et d'une réputation qui est très bonne, d'une excellente connaissance des marchés internationaux. Les marchés internationaux de proximité qui produisent du volume, principalement l'Europe, nous connaissent très bien. L'industrie touristique de par le monde et le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme l'a déjà dit, a déjà connu des crises cycliques. Donc c'est quelque chose que le tourisme a cette capacité formidable de repartir très vite après une crise. Probablement que celle de la crise sanitaire est probablement la plus lourde, la plus longue, la plus profonde, la plus sévère de l'histoire moderne du monde. Mais moi, ma crainte, en fait, c'est pas tant la confiance de manière macro, j'ai envie de dire. C'est que lorsqu'un touriste, je prends une clientèle donnée, prend l'habitude d'aller dans un pays donné, parce que son pays préféré pose un certain nombre de règles ou de contraintes pour y aller. Il prend ses habitudes dans cette nouvelle destination qu'il découvre. Comme ce qu'on s'est tué à faire pour qu'il prenne ses habitudes chez nous. Exact. Il prend des habitudes et mon souci à moi aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce touriste-là qui nous était acquis
nous reviennent. Alors c'est ça justement, l'enjeu. les destinations qui en ont profité. Je le dis sans aucune ambiguïté, hein, mais on a d'autres marchés comme la Turquie. Comme l'Égypte, Hein, tout à fait, oui. et qui a payé un lourd tribut au Covid de manière générale dans sa population et qui a aussi, son tourisme a beaucoup souffert, mais en même temps ils ont réussi à se refaire entre guillemets. On a ces pays-là qu'on a en face là qui nous ont capté beaucoup de touristes qui devaient venir chez nous. Tout à fait. Donc il y a la Turquie, il y a l'Égypte. Et il y a les Émirats, donc c'est 3 pays qui ont pu effectivement la Grèce aussi, qui ont bien Portugal. pu capitaliser, qui ont pu capitaliser sur tout ce que nous avons fait depuis des années. Donc ils ont effectivement notre clientèle, les gens qui étaient amoureux du Maroc, qui ont découvert d'autres destinations. Et comme dit Wissal, effectivement, comment on va faire pour qu'ils reviennent au Maroc? Aujourd'hui, c'est vraiment 30 millions de touristes en 2021. Oui. 30 millions Ils n'ont jamais 2021. fermé. Alors, justement, les pistes, hein, parce que ça on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres émissions pour essayer de tout décortiquer, agence de voyage et puis aussi la stratégie d'un point de vue global. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette crise en termes de commercialisation? Est-ce qu'on est bon? C'est-à-dire que si on veut retrouver ses clients, il va falloir avoir de très bons commerciaux. C'est le Farker a fait son commercial avec l'ONMT, il l'a bien fait. Tout à fait. Les hoax, les fake news sur Ryanair qui partait, on a bien vu que voilà, ils reviennent. Business avant tout, donc on est bien d'accord. Donc ça rassure, ça aussi. On voit que ces compagnies aériennes, elles vont pas bouger. Il y a un deal qui avait été trouvé. Non, c'est un bon signal. Et puis c'est un bon signal. D'abord, ce sont des partenaires historiques de. Tu es optimiste aujourd'hui, non? Non, mais Faisal, tu fais bien de l'être parce on doit que l'être. D'abord, 2 années de pandémie. Il faut s'accrocher. Aujourd'hui, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que l'on se projette dans l'avenir, il faut qu'on soit outillé pour bien nous projeter dans l'avenir et surtout pour reconstruire l'après-crise. Alors où est-ce qu'on n'est pas bon? Alors moi, je vais là où ça fait mal, où est-ce qu'on n'est pas bon? C'est-à-dire que à un moment donné, au sortir d'une crise, il faut capitaliser sur des leviers où on sait faire les choses. Mais il faut d'abord sauver les meubles, si tu me permets, Faisal. Ouais. Il faut d'abord 2 milliards, ça suffit pour sauver les meubles? Il faut d'abord stabiliser. 2 milliards, ça suffit pour sauver les meubles? Il faut d'abord 2 milliards, ça suffit pour sauver les meubles? Rejoker. 2 milliards, ça suffit pour sauver les meubles? Je te lâcherai pas. Non, ça ne suffira non, les jamais. 2 milliards sont un bon début, c'est un bon point de départ. Nous l'avons dit en début d'émission, nous l'avons dit dans d'autres occasions. L'industrie de l'hébergement, de manière générale, est extrêmement capitalistique et le risque qui pèse sur cette industrie est extrêmement important. Donc oui, il faut pallier en priorisant un certain nombre d'axes pour pouvoir garantir et permettre une reprise sereine de l'ensemble de la chaîne de valeur. Si on avait même 10, 15, 17, je pense que votre calcul c'est 17 milliards à peu près, on les met où pour que dans la mise à niveau du produit, pas du produit, mais de l'outil de production. Un hôtel qui a fermé ses portes pendant plusieurs mois, qui n'a pas allumé l'électricité, qui n'a pas mis en route le chauffage, la clim, etc., il lui faut un montant à 6 € à peu près pour redémarrer sa machine. Qu'il ait 10 clients ou 100 clients, ça coûtera la même chose. Ouais, mais vous allez avoir les agents de voyage qui vont vous dire ok, mettre à niveau, ok, mais il faut qu'on amène des gens. Donc, ils ont raison, les agents de voyage, de dire ça, parce qu'il leur faut aussi... On peut laisser l'agence de voyage le dire? Je laisse l'agent de voyage de dire, mais je complète après. Mais bien sûr. Mais donc voilà. Donc nous, par exemple, les agences de voyage, on a été un petit peu oubliés de la distribution qui a été donnée pour le tourisme. Donc effectivement, on n'était déjà pas contents parce que nous, il nous faut aujourd'hui des moyens pour qu'on puisse commercialiser les produits. Premièrement, il faut faire un benchmark. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. Qu'est-ce que ces clients ont été chercher à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Est-ce que nous avons aujourd'hui les produits qui vont les satisfaire? On a aujourd'hui après il vous faut de l'argent pour faire ça? Non, mais déjà premièrement, il faut des études qui doivent se faire. Après la Covid, on a remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup plus de niches qui se sont créées. On a maintenant aujourd'hui les adultes en lit qui veulent voyager dans des produits en lit adulte. On a la famille qui cherche effectivement. Qui supportent pas les gosses. C'est 2 mois et c'est effectivement des niches qui sont différentes. La Turquie l'a fait depuis très longtemps. Mais bien sûr, mais ça fait dans les grandes stations balnéaires comme Antalya, etc. Oui. Mais il faut voir un petit peu les autres produits pour comparer. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui ont changé, qui ont été accélérateurs de tendance au niveau des produits, des niches et de la segmentation. Il faut aujourd'hui qu'on soit capable de dire qu'est-ce qu'il faut et est-ce qu'on a les produits qui correspondent à cette demande. Donc maintenant, même si effectivement un hôtel, on rénove, etc., mais est-ce que cet hôtel va correspond à ce qui est demandé aujourd'hui sur le marché? Donc moi,
il faut qu'il y ait il faut un comité qui puisse travailler sur les besoins, sur ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour répondre à ces demandes. On a encore ce problème de segmentation et d'offres. Non, on n'a pas ce problème de segmentation et je le redis vraiment avec beaucoup de conviction. Au Maroc, nous ne souffrons pas d'un problème de produits parce que, d'abord, je rappelle qu'avant la crise, nous étions à un taux moyen d'occupation national inférieur à 50%, et ça veut dire qu'on a encore du boulot à faire pour remplir ce que nous avons. Ensuite, nous avons un produit, enfin une destination avec des grandes marques internationales. Est-ce que ça, c'est pas justement un problème d'offre si on n'arrive pas à tout remplir? C'est un problème de compétitivité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous avons... On est trop cher. C'est un problème de compétitivité. Il y a un rapport qualité-prix, je l'ai très souvent dit, un rapport qualité-prix qu'il faut stresser davantage, qu'il faut challenger davantage et qu'il faut améliorer. C'est connu. Nous n'avons pas de problème de produit. Le Maroc dispose d'une destination qui plaît, d'une puissance en termes de réputation à l'international qui plaît beaucoup et qui est rassurante. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler notre compétitivité. Comment? D'abord en rendant l'accès à la destination plus compétitif en termes de coût, en termes de temps. Et je suis d'accord, le premier levier, le clic qu'il faut faire en premier, c'est la desserte aérienne. Il faut agir juste le prix en volume aérien. Et là, en prix. Depuis que l'ouverture des frontières a eu lieu, ça a flambé. Ça a flambé. Alors, juste un billet... Bruxelles ou Paris, ou Paris-Casa. Je viens de faire une recherche tout à l'heure, un billet aller-retour, donc Bruxelles-Casa, Bruxelles pour la semaine des vacances la semaine prochaine, on est à 6 800 dirhams. Oui, sur un vol régulier, sur une compagnie régulière. Sur une compagnie régulière, on est effectivement à 6 800. Ouais, alors moi j'avais juste une question, Wissal, peut-être qu'on pourra. Est-ce qu'on parle uniquement de Marrakech? Est-ce que le Maroc c'est uniquement Marrakech? Non. Quand on parle de produits, effectivement, je peux dire que Marrakech, on trouve effectivement tous les produits. Mais quand on va dans d'autres villes, comme Agadir, que j'ai visité ce week-end, comme Tanger, comme beaucoup d'autres villes, parce que le Maroc n'est pas que Marrakech, malheureusement. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous avons les produits aujourd'hui qui répondent à la clientèle? Quand vous prenez Agadir, je le pense. Quand vous prenez Agadir, comment vous pouvez la positionner par rapport à d'autres destinations mondiales? Comment vous pouvez me dire que Agadir aujourd'hui, on peut attirer les golfeurs, on peut attirer les familles, une famille, par exemple, qui cherche des hôtels avec des toboggans, avec une animation familiale. Où vous trouvez ça? Moi, j'ai déjà passé des vacances à Agadir avec mes enfants et j'avoue que c'était une jolie expérience. Maintenant, à Agadir, comme à Marrakech, comme à Tanger, comme à Fès, comme à Casablanca, comme à Rabat, comme à Chaouen, comme à Tétouan, comme à Al-Hoceima, comme à Saïdia, comme à Nador, comme à Oujda, comme à partout au Maroc, du nord au sud, comme à Rachidia, comme à Erfoud, comme partout. Il y a des produits qui correspondent. Il reste encore des villes sur la carte. Oui. Non, parce que c'est sûr, en plus, voilà. Vraiment, c'est des zones que je connais particulièrement bien. Aujourd'hui, le sujet, je le répète, dans le cadre de la crise, dans le cadre de la conjoncture dans laquelle nous sommes, la question n'est pas liée aux produits. Elle est liée d'abord à la sauvegarde du tissu économique que nous avons. Il faut mettre des moyens, il faut une stratégie. Il y a une première enveloppe qui a été mise en place qui est de 2 milliards. Elle est encourageante. Il faut travailler davantage pour qu'on élargisse cette enveloppe et qu'on l'augmente, qu'on soit plus efficace dans la manière d'adresser les aides au tissu d'entreprise qui a résisté, qui a acté pendant 2 ans avec dignité, avec responsabilité. Ensuite, il faut qu'on challenge nous-mêmes, qu'on se challenge sur la compétitivité et qu'on travaille avec nos partenaires publics sur notre capacité à être aussi compétitifs que les destinations dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un vrai sujet sur la fiscalité qu'il va falloir simplifier de manière concrète et visible. Les responsables des finances et des impôts dans notre pays sont tout à fait disposés à avoir cette discussion. Elle est en cours de préparation. Il va falloir qu'on y aille et on espère avoir de bonnes nouvelles pour la prochaine loi de finances 2023. Ensuite, il va falloir qu'on travaille aussi sur les vrais enseignements qui ont été faits de cette crise. Je prends un exemple. La distribution du voyage. 1750 agences de voyage au Maroc, 10 000 salariés en moyenne. Ouais. C'est un grand sujet. Est-ce que ces agences-là, qui sont très compétentes au demeurant, qui nous représentent très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, leur business model est encore valable à l'ère des plateformes, à l'ère de la vente sur le net? Et ça, c'était ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut exister en tant que destination sans Booking ou sans ces plateformes-là, sans les nommer?
Non, je veux dire, on ne peut pas combattre Booking, mais on doit essayer de faire la même chose. Ça veut dire que aujourd'hui, au Maroc, nous n'avons pas une plateforme qui peut effectivement faire la même chose que Booking. Donc moi, je suis toujours contre le fait de critiquer, de dire pourquoi ils sont là. Oui, c'est des concurrents, ils sont là. On ne peut pas les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour qu'on puisse les concurrencier? Au moins déjà sur le marché marocain. Ça veut dire que le Marocain aujourd'hui passe par cette plateforme pour réserver, que ce soit à l'étranger, que ce soit des fois, on pour trouve des prix Maroc. moins chers sur Booking que si on passait Alors, en direct. C'est quand même dingue, ça. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est une habitude. C'est une habitude. Ça devient plus une habitude de faire les choses. C'est frustrant, ça, pour un Marocain, ça, quand même. Mais vous savez que le Marocain ne compare même pas. Il va même pas téléphoner à l'agence de voyage pour voir. C'est une habitude de consommation. On est aujourd'hui dans le monde du digital. Et effectivement, on a un retard au niveau du digital que nous devons combler et nous devons travailler, tous les opérateurs doivent travailler ensemble pour pouvoir demain être capable. Je pense qu'on a 10 ans, 15 ans de retard par rapport à ça. Mais c'est quoi l'idée? Alors je comprends pas comment on peut. C'est quoi? C'est chaque agence doit essayer d'innover, ou alors on a depuis très longtemps parlé d'une plateforme globale, Maroc. Est-ce que ça existe par ailleurs, ou est-ce que c'est, on va dire, imaginable ou pas? Ça veut dire. Bien sûr que c'est imaginable. C'est imaginable. Ça existe par ailleurs. Par exemple, ça existe par ailleurs. Et nous, on avait travaillé à la Confédération il y a à peu près 3 ans, il me semble. On avait travaillé sur un projet d'une plateforme digitale qui soit au moins destinée au marché national. Pourquoi? Parce qu'on trouve en effet que c'est un non-sens en tant que Marocain de réserver un établissement d'hébergement au Maroc ou autre, réservé au Maroc, payé en devise. Enfin, c'est un peu un non-sens. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi une vraie raison économique, c'est que le markup ou la marge que prennent les plateformes, sans les citer, est quand même très élevé. C'est quoi? C'est combien? Booking prend combien? 25%. C'est aux alentours de 25%. Jusqu'à 25% pour certaines. Plus ou moins 25. Ça veut dire que nous devons faire un effort, mais moi, au-delà de l'histoire de la distribution, la plateforme, elle obéit à beaucoup de règles. Il y a aussi un vrai sujet sur, on a parlé tout à l'heure de la Turquie, et ben vous allez sur le marché allemand, qui est l'un des plus grands exportateurs de touristes en Europe. Vous avez des agences turques installées en Allemagne. Aujourd'hui, c'est aussi une réflexion qu'il faut qu'on mène. Quels moyens, quelle stratégie, quelle approche doit-on adopter pour nous assurer d'avoir nos propres boutiques? Et ça, c'est la question sur laquelle on finira cette émission et à laquelle on répondra dans une autre, bien évidemment, parce que là, on a été un peu longuet, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe en termes de tourisme aujourd'hui. Alors, je dis pas post-Covid, parce qu'on n'est pas encore post-Covid, mais au démarrage de la période post-Covid. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que la saison estivale, au moins, puisse être sauvée, soit par la MRE, soit par les touristes étrangers à qui il faut redonner envie de venir au Maroc. Merci Mariam, merci Wissal d'avoir été avec moi dans Parole d'experts. On se retrouve dans la prochaine émission. N'hésitez pas à venir réagir sur tous nos réseaux sociaux, à partager, vous abonner, tout ça, vous le savez. À très bientôt dans Parole d'experts.